Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Vous êtes président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Et puis bien sûr, vous avez été le candidat La France Insoumise, candidat à la présidentielle. Vous êtes vu aujourd'hui encore par les Français comme l'un des meilleurs opposants à Emmanuel Macron. Vous disputez d'ailleurs cela plutôt avec Marine Le Pen. Avec vous, on va prendre 2 heures. Prendre du recul sur vos propositions, vos positions, votre stratégie. À 19h, Alain Duhamel vous fera face sur la question notamment du rapport aux institutions. Vous qui avez dit « la République, c'est moi ». Et puis Eugénie Bastier, vous la connaissez, essayiste et éditorialiste au Figaro, qui viendra pour vous faire face sur les questions notamment de communautarisme à 2 jours d'un discours attendu d'Emmanuel Macron sur ces questions. Simplement une petite précision. Cette émission, on l'avait programmée avant que n'éclate l'affaire Griveaux. On n'avait pas forcément prévu ce soubresaut. Personne ne l'avait prévu. Je voudrais commencer par cela. On s'en serait bien passé, pour être honnête. Et tout le monde s'en serait sans doute bien passé. C'est ce que vous estimez, clairement. Oh, oui. Et je pourrais, si vous voulez, si j'étais un opposant classique, rappeler à quel point Griveaux a pu être grossier, vulgaire, brutal avec nous, avec les gilets jaunes et tout. Mais je crois que quand on aime la démocratie, la chose publique, on doit aussi se sentir responsable. Et ce procédé est ignoble qui a été utilisé contre lui. Il transforme le pays en une espèce d'assemblée de voyeuristes. C'est répugnant. Et puis c'est pour abattre quelqu'un. Ce sont des faits qui sont punis. Et j'espère qu'ils le seront. Parce que nous avons droit à une vie privée, qui que nous soyons. Et enfin, je dirais que celui qui s'est installé en justicier, ce monsieur Pawlanski, qui a, pour lui c'est de l'art tout ça, hein, d'après ce que j'ai compris. Il se présente comme un artiste politique. Oui, ben justement, cette forme d'art est une forme totalitaire, parce qu'il s'autoproclame justicier, et au nom de ça, il fait valoir un point de vue, une manière d'être qui est totalement réactionnaire, qui est de l'ordre moral, qui est une personne toute seule décide qui est coupable de quoi. C'est absolument infect. Et je crois que c'est ça qui l'emporte en moi. Je condamne fermement le recours à ce type de méthode dans le combat politique. On va y revenir parce qu'il y a une garde à vue, en effet, c'est une déflagration. Vous aviez tout de suite dit ce que vous venez de répéter, vous aviez dit « Insoumis ne participer d'aucune façon au règlement de compte dont Benjamin Griveaux fait l'objet. Non, tous les coups ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis, mais le mal est fait. » Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Des choses, si vous voulez, qui sont assez banales, finalement. De tout temps, on a aimé les ragots, les rumeurs. Il ne faut pas non plus, maintenant, prendre tout d'un coup l'air effarouché. Les rumeurs au village, c'est pas nouveau. Ça existait aussi. Bon non, quand les gens attendaient leur tour au moulin, quand ils allaient faire moudre leur grain, ils passaient leur temps à ça, à raconter ce qu'ils avaient entendu. Au demeurant, si je devais être un peu anthropologue à ce moment, je vous dirais que c'est un phénomène qui est bien connu et étudié. Les êtres humains ont besoin de rumeurs et de ragots pour adapter leur comportement les uns avec les autres. Donc c'est pas nouveau. Mais de tout temps aussi, on a su mettre des coupe-fils, quoi. Ça s'arrête. Mais de nos jours, la possibilité de répandre d'une manière extrêmement rapide un ragot en augmente la portée. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un autre excès qui consisterait à dire c'est la faute des réseaux sociaux. Non, c'est la faute de ceux qui les utilisent de telle ou telle manière. Les réseaux sociaux restent globalement un moyen de liberté. Au demeurant, les réseaux sociaux dont on parle, qu'est-ce que c'est ? C'est Twitter qui a permis de colporter l'affaire, dont les 2/3 des adhérents sont des gens qui sont en région parisienne. Il n'y a pas besoin de se protéger davantage. Il n'y a pas besoin, comme l'a dit par exemple Emmanuel Macron, ou comme certains commencent à le dire à la République En Marche, de mettre davantage d'anticorps, de barrières. Oui, enfin tout ça, et après quoi, on n'en finit plus. D'aller espionner, surveiller, contrôler. Bon, c'est à nous tous, adultes et capable de prise de décision libre, de ne pas nous faire les agents de la propagation de n'importe quoi. Vous n'enlèverez jamais, c'est quand même curieux que ce soit des libéraux qui ne le comprennent pas. Le principe de responsabilité individuelle, il est central dans un pays libre. Et entre gens libres, notre liberté est d'autant plus grande que nous l'assumons avec responsabilité. Responsabilité individuelle de ceux qui ont diffusé ces vidéos, mais également de Benjamin Griveaux ? Je vais vous dire non. Il fait ce qu'il veut. C'est sa vie. Et ceux qui l'ont frappé
l'ont fait d'une manière que je trouve assez infâme, parce qu'ils n'ont tenu compte de rien, ni du contexte, ni de ses responsabilités personnelles à l'égard de sa famille. Et ce n'est pas à M. Pawlowski d'estimer qu'est-ce qu'un bon comportement ou un mauvais comportement privé. Je trouve que l'affaire est infâme dans tous ses aspects. Alors après, j'ai trouvé étrange qu'on vienne me chercher noise des fois à propos de M. Branco, qui est un avocat qui a été candidat insoumis, mais qui n'a jamais, qui nous a quittés et oui, qui, la dernière fois qu'il s'est exprimé en public, s'en est pris à un d'entre nous, François Ruffin. Donc nous n'avons plus de rapport politique. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'a posteriori, vous vous dites pas, parce qu'en effet, Juan Branco, il a eu l'adoubement de la France insoumise, il a été candidat, il a porté vos couleurs en 2017. Est-ce que vous vous dites pas, a posteriori, j'ai un regret d'avoir donné jamais, mon nom mais jamais de la vie. Monsieur Branco est actuellement dans son rôle d'avocat de Monsieur Pawlowski. Est-ce que quelqu'un a dit dans La République En Marche qu'il regrettait d'avoir investi M. Sonforger, qui était à La République En Marche et qui a diffusé cette vidéo? Ou bien cet autre avocat qui a diffusé lui aussi cette vidéo et qui est lui aussi à La République En Marche? Enfin, écoutez, je ne peux pas devenir responsable de tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont voté pour moi. C'est 7 millions de personnes. Bon, quant à M. Branco, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Lui, il n'a pas juste voté pour vous. Il vous a représenté. Vous lui avez donné votre investiture. Vous lui avez donné votre onction. Oui, oui, absolument. Enfin, vous moi non, mais la commission électorale. À ce moment-là, vous avez souhaité en 2017 qu'il vous représente à l'Assemblée. Et alors? Pas de regret. Vous vous dites pas a posteriori... C'est un peu comme si je regrettais d'être venu à votre émission parce que j'apprendrais quelque chose de déplaisant sur vous. Ça n'a pas de sens. Le rapport. Vous ne m'avez pas donné votre fonction. Je vous établis le rapport. Je n'ai pas l'étiquette. Vous n'avez pas donné une étiquette. Vous ne m'avez pas choisi pour vous présenter. Je ne suis pas votre candidat. Pourquoi insinuez-vous, madame, qu'il y aurait un problème avec M. Branco? Vous l'accusez de quelque chose? Je dis qu'il y a un lien de vous à lui, qu'il a aujourd'hui revendiqué, en tout cas des méthodes. Il ne revendique pas du tout les actes de Piotr Pawlowski, mais il a estimé qu'il fallait pouvoir utiliser, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il a... D'accord. Non, mais avant même vous voulez dire que, par exemple, M. Dupond-Moretti, qui a été l'avocat de... Non, bien avant l'affaire Pawlowski, depuis longtemps déjà, il estime et il a théorisé tout à fait l'idée qu'il n'y avait pas de vie privée, contrairement à ce que vous dites vous aujourd'hui, en disant chacun doit pouvoir avoir une vie privée. Mais vous avez un collègue, M. Plenel, qui a dit que les hommes publics ne devaient pas avoir de vie privée, si vous permettez que je dise quelque chose. Bien sûr. Et ensuite, que voulez-vous dire à propos de M. Branco? C'est lui qui a rompu avec moi et pas l'inverse. Et au demeurant, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on lui reproche. Et pourquoi on ne reproche rien à tous les autres? Et pourquoi, à intervalles réguliers, on vient dire la France insoumise, etc. Qu'est-ce que la France insoumise a à voir avec cette histoire absolument abjecte et dont on condamne la forme? Je l'ai dit, je crois, assez clairement. Ce que je veux montrer du doigt, c'est comment, une nouvelle fois, à l'occasion de quelque chose avec quoi nous n'avons rien à voir, on en profite pour essayer de nous jeter un peu de la bouillasse. Oui, mais il se trouve qu'il a eu l'étiquette La France insoumise. Donc c'est vrai qu'il y a un fil. Vous savez qu'il est passé sur le même trottoir que vous. Il y a un fil. Il y a un rapport peut-être. Vous l'avez reçu ici peut-être? Je vous crois trop intelligent pour pouvoir faire... Vous avez tort, je ne suis pas aussi intelligent qu'il vous semble. Les deux. Mais madame, vous êtes en train de... Non, je dis juste qu'il y a un fil. Oui, il y a un fil et vous ne pouvez pas reprocher qu'on se dise il y a un fil. Ça y est, nous y sommes. Voilà. Donc les téléspectateurs vous voient créer un fil entre l'affaire Griveaux et moi alors qu'il n'y en a aucun. Je dis simplement... Et que je viens de dire le contraire. C'est un procédé totalement déloyal, mais bon... C'est le vôtre. Je dis simplement que Juan Branco a été effectivement candidat à la France insoumise. Voilà. Il a été votre et M. avocat. Sonforger n'a pas été député. Mais tout à fait. Mais mais vous ne le dites jamais, ça. Alors là, il n'y a aucun problème, Jean-Luc Mélenchon. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça fait avancer, madame? Monsieur Sonforger qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur le nom d'Emmanuel Macron. Regardez, on en madame. est 100% d'accord. Non, alors, écoutez, qu'est-ce qui est important à ce moment où vous avez une responsabilité et moi aussi? C'est la protection que nous devons à l'espace public. Donc je me comporte en responsable en disant ce sont des méthodes infâmes. Je les condamne absolument. Vos propos ont Tous été mes amis l'ont condamné. Pourquoi essayez-vous de créer malgré tout un lien entre Juan Branco, Griveaux et moi? Juan Branco et moi, nous avons eu une divergence politique que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui l'a conduit à me quitter. Quand il est parti de la France insoumise, nous avons eu droit à des titres pour signaler. Pour moi, c'est donc que je suis tenu dorénavant pour responsable de tout le monde pendant toute ma vie. Ben non, c'est pas possible. Donc, comportez-vous comme moi, c'est-à-dire assumez le rôle que nous avons tous d'essayer de faire vivre l'espace public aussi dignement qu'on le peut. Quand un journaliste a dit qu'un homme public n'avait plus droit à la vie privée, eh bien, personne ne l'a condamné. Je condamne. Tout à fait.
Je pense Vous êtes que d'accord tout le pour monde- dire que c'est pas acceptable? Je pense que tout le monde doit avoir le droit à une vie privée. Ah. Jean-Luc Mélenchon, dont acte. Est-ce que vous estimez que c'est la poursuite quand même de la violence de la société dans laquelle on est aujourd'hui? Est-ce que l'affaire Griveaux est totalement isolée, ou est-ce que ça vient au bout de cette montée de violence dont on a le sentiment qu'elle repousse chaque jour les limites? Certainement, ça ne fait aucun doute qu'on vit dans une société très violente et où bon nombre, alors moi je peux parler que de la violence que je connais parce que on m'en parle, c'est la violence de la souffrance de millions de gens qui ont l'impression que la société est découpée entre les uns qui se gavent et les autres qui souffrent. Et puis, vous avez des gens qui peuvent dire tout et n'importe quoi pendant des semaines sans qu'on y trouve à redire. Par exemple, des gens ont montré du doigt les musulmans pendant des semaines et c'est tout juste si on ne les cajolait pas en leur disant « vous n'avez pas encore quelque chose à dire ». Il y a encore 24 heures, il y a une ex-élue de La République En Marche qui a dit que la candidature de Madame Dati à Paris était une tentative d'islamisation de la capitale. Donc on voit que ce niveau de violence... bon, c'est en tout. Et bien sûr, à chacun de nous d'essayer de combattre ça. Moi, vous savez, on m'a interrogé des dizaines de fois. Je crois qu'après chaque manif, on me dit alors, vous condamnez la violence, comme si mon rôle aurait été une espèce de curé universel à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chaque fois, j'ai toujours dit je suis contre les stratégies de la violence. Et j'ai expliqué à mes amis, c'est une erreur, car cela nous isole. Et quand ça nous isole, nous sommes moins puissants, parce que le seul recours que nous avons, c'est de faire valoir notre nombre. Si nous entrons dans les violences, nous nous marginalisons, nous ne convainquons plus, et l'adversaire a gagné. Est-ce qu'il y a une tentation dans une partie de la gauche d'aller vers cette violence? Alors non, dans la droite et l'extrême droite, oui, parce que moi-même j'ai fait l'objet d'une tentative d'assassinat qui ne venait pas de la gauche, ni des musulmans, mais qui venait des identitaires du sud de la France qui comptaient m'assassiner avec un lance-flamme et en jetant des grenades dans le public. Ils avaient également l'intention de couper la gorge à M. Castaner. C'est pour vous dire que pour l'instant, les actes les plus violents ont été fomentés par deux catégories d'individus. Des islamistes qui ont assassiné un pauvre prêtre, et puis de l'autre côté, des identitaires qui ont essayé de me tuer et qui fomentent continuellement. Vous le révélez ce soir, je n'en avais pas entendu parler, ou alors peut-être parce que la presse n'avait pas fait suffisamment bien son travail, mais... Écoutez, il en était beaucoup question, parce qu'on avait même interrogé le ministre de l'Intérieur pour lui demander pourquoi il avait mis 4 mois à me prévenir que j'étais en danger de mort. Et il a répondu que j'avais été suivi par la DGSI. Moi, j'ai mis les pouces, je ne me bats pas avec un service de renseignement. Voilà. Non, oui, tout le monde en a parlé à l'époque. Donc il y a ces deux violences-là pour vous? Pour l'instant, je ne vois que ça dans le paysage. Est-ce que la violence des manifestations, est-ce que la violence qu'il y a pu y avoir, est-ce que le fait aujourd'hui de devoir presque, quand on manifeste, le faire avec des moyens qui sont nouveaux? Je pense même à une manifestation tout à fait pacifique. Il y a quelques jours, les internes des hôpitaux qui ont manifesté. Et le premier rang, ils étaient nus ou torse nu, parce qu'ils estiment que ça va davantage marquer les esprits. Est-ce qu'on a basculé dans quelque chose? Alors, il y a plusieurs éléments que vous citez. Oui, il y a une violence dans les manifestations, celle de la police. Est-ce qu'on a besoin du spectaculaire et du violent? Alors, attendez. Commençons d'abord par la violence elle-même. Pour l'instant, la violence qui mutile et qui tue, ce n'est pas celle des manifestants, c'est celle de certains policiers. Ensuite, il y a ce que vous dites, c'est la société du spectacle. Et si vous écoutez ce que disent ceux qui se sont mis à moitié nus, il dit « si nous ne sommes pas entendus, du moins serons-nous vus ». Et c'est vrai qu'on a l'impression que quoi qu'on dise, le pouvoir, le régime n'écoute pas, ça ne l'intéresse pas. Et qu'il récompense plutôt les malfaisants, comme par exemple on l'a vu pour le préfet l'Allemand qui avait félicité les policiers qui avaient battu le député insoumis Loïc Prudhomme, ou par exemple aujourd'hui la nomination de Madame Buzyn, qui se fait dans la semaine où une infirmière a été assassinée par manque de personnel dans la psychiatrie, et où l'hôpital public est partout en révolution parce que c'est un effondrement. Il y a donc une volonté du pouvoir de montrer une forme d'inflexibilité, d'inhumanité à l'égard de la société, avec une conception de l'idée de gouvernement qui est extrêmement brutale, qui est du genre, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord, mais ça fait rien, je vous l'imposerai quand même de force. On va y revenir dans un instant, mais vous avez évoqué de vous-même la candidature d'Agnès Buzyn, j'y venais. Agnès Buzyn, qui était donc jusqu'à présent, qui l'est encore à l'heure où on se parle, ministre de la Santé et des Solidarités, en charge notamment aussi des retraites. Elle sera finalement la candidate La République En Marche à Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. Est-ce que vous estimez que c'était le moment, que c'est judicieux? Comment vous voyez ce mouvement?
je crois qu'elle vient pour éteindre la lumière et fermer la boutique, parce que la campagne de La République En Marche à Paris est terminée. Hein. Alors pourquoi? Parce que Mme Buzyn représente ce que des millions de gens dans ce pays, quelles que soient leurs opinions politiques, ne peuvent plus approuver. C'est la destruction de l'hôpital public et de tout ce qui va avec. Et par conséquent, Daniel Simonet, qui est notre candidat à Paris, a eu raison de dire que les gens ne s'y tromperont pas et ne se laisseront pas abuser. Donc je considère que c'est une fin de partie, quoi. Elle vient là pour fermer. Alors après, le président de la République, dont on dit qu'il a joué un grand rôle pour la convaincre, alors qu'elle n'en avait pas envie. Il y a encore une semaine, elle a dit qu'elle n'en avait pas envie. Le président a fait un choix dont les motivations paraissent étranges. Il choisit quelqu'un pour nous montrer à quel point il n'en a rien à faire de ce que disent les gens. Dans l'hôpital public, nous en sommes à 11 mois de grève. Il choisit la femme qui est responsable de ça pour la mettre en scène et en valeur. Responsable de ça, on y revient dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, on marque une pause et on revient justement avec cette information, notamment Agnès Buzyn, qui est donc la candidate de La République En Marche, qui le sera pour Paris. À tout de suite. Pourquoi ça